Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Larry Johnson, ancien analyste de la CIA, pour discuter des récents développements dans la guerre par procuration en Ukraine. Bienvenue à nouveau, je suis très heureux de vous avoir parmi nous. Et bienvenue de retour de ta tournée triomphale de Valdai à Sochi. Excellente question à Poutine. Merci. Eh bien, il semble qu'un grand changement au cours des dernières semaines soit que non seulement l'Occident paraît plus déterminé à contribuer à la destruction des installations énergétiques de la Russie grâce à ses frappes à longue portée, mais que la Russie, bien sûr, s'en prend également aux infrastructures de l'Ukraine, ses chemins de fer, son industrie manufacturière et surtout son réseau énergétique. La Russie a évidemment déjà fait cela auparavant, mais il semble que ce que nous voyons maintenant soit très différent, visant à paralyser complètement l'Ukraine avant l'hiver. Je me demandais, qu'en pensez-vous? Comment intégrez-vous cela dans la stratégie et les objectifs militaires actuels de la Russie? Eh bien, voyons d'abord ce que fait l'Occident. Il y a eu un changement clair dans la propagande occidentale, je vais l'appeler ainsi. Trump a en quelque sorte refilé la mission ukrainienne à l'Europe, mais sans s'en désengager complètement. Comme nous l'avons vu cette nuit, nous parlons lundi, tôt ce matin en Russie, un tir de HIMARS sur Belgorod a tué 2 personnes et provoqué une coupure de courant pendant un moment. Ce système HIMARS a été tiré par du personnel américain, donc l'armée américaine reste impliquée. Le message qui émane de Washington et qui est repris dans toute l'Europe est, eh bien nous en avons vu un exemple dans le dernier article de Sea Hirsch, qu'en gros, excusez-moi, la guerre est dans une impasse et que l'économie russe est ravagée. Il a été ravagé par ces frappes de drones. Ils ont détruit les raffineries. La Russie dépend du pétrole à hauteur de 30 à 35%. Son économie s'effondre. Elle ne fait pratiquement aucun progrès sur le terrain. Il n'y a aucun moyen pour Poutine de gagner. Voilà donc le message qui circule. Enfin, c'est ce que Xi s'est vu dire par des hauts responsables de l'administration. On entend la même chose de la part de Kellogg et de Mike Waltz, puis on l'entend repris par Donald Trump. Voilà pour la partie fantaisiste. Passons maintenant à la réalité. La réalité, c'est qu'à présent, presque tous les 2 jours, la Russie lance entre 600 et 800 missiles et drones combinés. Si l'on remonte à 2022, 2023, voire à la première moitié de 2024, la Russie n'avait jamais démontré la capacité de lancer autant de drones et de missiles dans des attaques soutenues. Nous ne parlons pas d'une fois par mois ou d'une fois tous les 2 mois. Quand cela se produit presque un jour sur 2, cela montre que la Russie dispose d'une capacité que l'Ukraine n'a clairement pas. L'Ukraine en lance quelques-uns. Je crois qu'hier, il y en a eu 145 drones, ce qui n'est pas un chiffre négligeable, mais la Russie affirme en abattre la majorité. Les frappes qui ont visé les raffineries de pétrole ont touché des installations situées essentiellement près de l'Ukraine, et elles ne sont pas mises hors service pendant des semaines ou des mois, généralement seulement quelques jours. Ainsi, les prétendus dommages infligés à l'économie russe sont assez minimes. Mais la Russie, en intensifiant désormais sa campagne, s'en prend aux pôles énergétiques, aux centrales électriques et aux voies ferrées, qui sont essentielles pour acheminer les approvisionnements et les troupes vers le front, ainsi qu'aux usines et à d'autres sites de production clés. Et contrairement à 2023, même en 2024, la Russie est désormais capable de le faire à une échelle bien plus grande et de le maintenir. Et, vous savez, je pense que vous l'avez vous-même constaté lorsque vous étiez à Sochi. Malgré la propagande occidentale qui circule, oh là là, Poutine est à bout de souffle, l'élite envisage de le renverser, il est sur une glace très fine.
Ce que vous avez vu, et vous êtes allé plusieurs fois à Valdai, donc vous avez pu l'observer au fil des ans, je crois qu'il était probablement plus détendu et optimiste que je ne l'avais jamais vu. Il n'a pas hésité à aborder les questions difficiles. Mais vous savez, je pense qu'il sait et comprend que ce que nous voyons actuellement sur les lignes de front en Ukraine, c'est la phase finale de toute cette opération militaire. Oui, il y avait aussi quelque chose qui a frappé d'autres personnes présentes. J'ai remarqué que, malgré la période extrêmement dangereuse que nous traversons avec toutes ces escalades, il était néanmoins très calme, Je ne l'avais jamais vu d'aussi bonne humeur auparavant, racontant autant de blagues. C'était un peu inhabituel. Il ne donnait pas l'impression d'être particulièrement inquiet. Mais j'ai aussi entendu des critiques, ou plutôt de la curiosité, de la part d'autres participants, principalement des diplomates étrangers ou des chefs militaires. Beaucoup se demandaient pourquoi les Russes ne font pas ce que les Américains ont tenté de faire, par exemple en Iran, à savoir lancer une frappe de décapitation, puisqu'ils savent où se trouvent tous les dirigeants politiques en Ukraine. Alors, pourquoi poursuivent-ils cette guerre lente et d'usure, en épuisant progressivement l'armée ukrainienne et en la saignant à blanc, au lieu de s'en prendre directement à la direction politique? Eh bien, je pense que Poutine est un véritable défenseur du droit international. Contrairement aux États-Unis, contrairement à l'État sioniste d'Israël, qui bafoue le droit international à chaque occasion, je pense que Vladimir Poutine ne veut pas établir un précédent selon lequel il serait acceptable d'assassiner des dirigeants politiques. Parce que où commence-t-on à tracer la ligne? Il vaut mieux les vaincre, les traduire en justice et les soumettre à un processus judiciaire. Donc je pense que c'est une première raison. Deuxièmement, il n'y a aucune preuve que l'économie russe soit soumise à une pression croissante à cause de la guerre. En fait, c'est tout le contraire. En 2022 et 2023, la Russie a effectivement dû traverser une période difficile en matière d'investissement et de concentration des ressources pour construire des chars, produire des obus d'artillerie, commencer à fabriquer des drones et améliorer divers missiles, le Kinzhal, l'Iskander. Mais aujourd'hui, ces usines et installations de production sont opérationnelles. Les chaînes d'approvisionnement sont intactes et elles sont désormais capables de produire d'une manière qui ne ponctionne plus les ressources des autres secteurs de l'économie. L'Occident tient beaucoup à dire « Oh, ils ont 8% d'inflation et leur économie a ralenti ». Eh bien oui, ils ont reconnu qu'ils avaient un problème d'inflation. Ils ont pris des mesures spécifiques pour refroidir l'économie et faire baisser l'inflation. Entendez-vous quelqu'un, en Europe ou aux États-Unis, prendre des mesures politiques et économiques positives qui pourraient augmenter le chômage ou avoir d'autres effets parce qu'ils essayent de résoudre un problème particulier? Ce que la Russie a montré, c'est qu'elle est, si l'on peut dire, immunisée contre les pressions politiques liées à la gestion de ces problèmes, et qu'elle les affronte de front. Ainsi, lorsqu'on prend du recul, on constate que la Russie est capable de produire le matériel nécessaire pour soutenir cet effort de guerre moderne. Et ce que nous avons découvert, c'est que ni l'Ukraine ni l'Europe, y compris les États-Unis, n'en sont capables. Ils se sont révélés incapables. Oui, eh bien, qu'est-ce qui permet à la Russie d'être aussi active, et on pourrait ajouter aussi efficace, dans le ciel? Parce qu'en plus des missiles et des drones, on voit aussi beaucoup de ces bombes planantes, ces grosses bombes FAB qui ravagent d'immenses infrastructures où l'armée ukrainienne cherche à se protéger. Mais pour cela, il faut des avions disponibles pour larguer ces bombes. Alors, comment est-ce possible? Quel est l'état des systèmes de défense aérienne et plus généralement de leur capacité à intercepter l'une ou l'autre de ces armes?
Oui, la Russie a dégradé tout cela depuis le début. En ce moment, le système de défense aérienne de l'Ukraine est pratiquement inexistant. Ce qu'il en reste ne peut offrir qu'un soutien très limité. Il est incapable d'abattre les missiles balistiques ou hypersoniques. Il peut certes intercepter certains drones, mais le problème, c'est que s'ils utilisent un système Patriot pour abattre un drone, disons qu'un drone moyen coûte moins de $100 000, peut-être 50 000, voire 25 000, chaque missile Patriot coûte environ 7 millions de dollars, et il faut en tirer 2 pour détruire ce drone. Donc on dépense 14 millions pour détruire quelque chose qui vaut peut-être 25 000 dollars. Alors tout de suite, qui sort gagnant dans cette situation? Et puis, si l'on ajoute à cela le fait que Lockheed Martin ne peut produire que 550 à 600 de ces missiles par an, tout à coup, si l'on en tire 2 par drone, immédiatement, si la Russie lance 300 drones, et c'est ce qu'elle a fait, elle en a tiré 600 l'autre jour. Si elle en tire seulement 300, et que l'Ukraine essaie de tous les abattre avec des missiles Patriot, cela représente une année entière de production de Lockheed Martin en une seule journée. Eh bien, il reste encore 364 jours. Disons simplement que la Russie le fait un jour sur 2. Autrement dit, les chiffres, les calculs ne tiennent tout simplement pas. Et c'est là le problème. Les Russes disposent donc désormais d'une bien plus grande flexibilité pour faire voler à la fois des avions de combat à voilure fixe, capables de larguer des bombes, les bombes planantes, ainsi que des aéronefs à voilure tournante, les hélicoptères. Mais aussi avec la destruction, en particulier des infrastructures civiles et des chemins de fer. Cela limite évidemment la capacité de l'armée ukrainienne à fonctionner. Mais un autre effet secondaire est que surtout depuis les régions du nord-est et de l'est, autour de Sumy et de Poltava, les coupures de courant récurrentes, qui pourraient durer longtemps, poussent également les civils à partir. Voyez-vous cela comme une attaque plus large, disons, contre l'économie? Oui, absolument. Je pense que la Russie entre maintenant dans une nouvelle phase de la guerre d'usure où elle est capable de mener des opérations tout le long de ce front de 1200 milles. Vous savez, il y a 3 ans, à l'été 2022, la Russie était à son niveau le plus bas en termes de personnel militaire, à la fois les soldats d'active et ceux qui pouvaient être déployés. Ils ont donc dû mobiliser des réservistes en septembre à cause du nombre de soldats sous contrat qui étaient partis. À cette époque, je pense que la force totale de la Russie s'élevait peut-être à environ 250 000 soldats. Cela sur un front de 1200 milles, aucune concentration. Alors que l'Ukraine comptait environ 600 000 à 700 000 soldats d'actifs et membres de la garde nationale. Eh bien, aujourd'hui, la situation est complètement inversée. La Russie semble désormais disposer de 1,3 à 1,5 million de soldats, qu'ils soient sur le terrain, en réserve ou en formation. De plus, les réserves qu'ils pourraient mobiliser en cas de guerre, disons, nous faisons face à une masse de 32 millions. Ils ont 32 millions d'hommes en réserve. Ce sont des hommes ayant une expérience militaire qui pourraient être réactivés en cas de guerre. Mais ce n'est pas le cas. La Russie se trouve donc actuellement dans une situation où elle surpasse les Ukrainiens en nombre. Même le général Syrski, le commandant ukrainien, a admis il y a 3 semaines que les Russes bénéficiaient d'un avantage de 2 contre 1. Les Russes ont déclaré avoir environ 700 000 soldats engagés dans les combats contre les Ukrainiens. Donc, si c'est vrai, si cet avantage de 2 contre 1 se confirme, cela signifie que l'Ukraine compte environ 300 000, peut-être 350 000 hommes au maximum.
probablement moins. Oui, ce que nous observons, dernier soubresaut soubresaut de l'Ukraine. Eh bien, alors que nous atteignons, je suppose, les dernières étapes de la guerre et que tout s'effondre, il y a beaucoup de désespoir qui monte maintenant, évidemment, en provenance d'Europe. Parce qu'en Europe, les élites européennes ont tout misé là-dessus. Et maintenant que les États-Unis, comme vous l'avez dit plus tôt, transfèrent cette guerre aux Européens, ceux-ci devront faire face aux problèmes de sécurité qui en découlent, ainsi qu'aux coûts économiques. Globalement, ils semblent désormais prêts à intensifier le conflit si nécessaire, soit dans l'espoir de prolonger la guerre, de vaincre la Russie ou de ramener les États-Unis à s'y impliquer davantage. Mais comme nous voyons des villes telles que Kupiansk et Pokrovsk tomber très rapidement, nous assisterons à des développements spectaculaires là-bas assez bientôt. Que prévoyez-vous venant d'Europe? Ils me font penser, vous savez, à des gamins, je parle d'enfants avant l'adolescence, qui s'assoient et parlent de leurs fantasmes, du genre « je veux être pompier, je veux être policier, je vais faire ci et ça ». Mais quand il s'agit de vraiment le faire, ils ne sont pas qualifiés, ils ne sont pas assez âgés, ils n'ont pas les moyens de le faire. C'est ça l'Europe. L'Europe parle de faire toutes ces grandes choses. Et je pense que, comme nos amis Alexander Mercouris et Alexander Christoforou l'ont dit il y a peu, voilà Macron qui dit « Oui, nous allons affronter la Russie », alors qu'il n'arrive même pas à organiser un gouvernement en France. C'est comme mon ancien patron au département d'État, un colonel des marines à la retraite. Sa phrase préférée était « Il ne saurait même pas organiser un cortège funèbre de 3 voitures, même si on leur mettait les 2 premières en place. » Parce qu'ils passeraient tout leur temps à se disputer. Eh bien, quel genre de voiture est-ce? Allons-nous opter pour un véhicule électrique, à essence ou hybride? Quelle couleur devrait-elle avoir? Combien de portes? 4, 2 ou 8? Vous voyez, ils se perdent à débattre détail après détail et ne passent jamais à l'action. Cela dit, les services de renseignement russes rapportent aujourd'hui que les Britanniques auraient élaboré un plan visant à utiliser des défecteurs russes passés du côté ukrainien il y a 2 ou 3 ans et à les faire mettre en scène une attaque quelque part, soit en Pologne, soit en Roumanie. Ils seraient ensuite capturés et avoueraient avoir été envoyés par la Russie pour provoquer une réponse militaire. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. Qui va faire quoi? La France, l'Allemagne et l'Angleterre réunies? Je ne pense pas qu'elles pourraient déployer plus de 200 000 hommes. Et ils ne les ont pas tous prêts, en attente de lancement, donc il leur faudrait 2 à 3 semaines pour commencer à se rassembler s'ils disaient « D'accord, nous partons en guerre contre la Russie ». Ils devraient l'annoncer afin de justifier la mobilisation. Eh bien, s'ils ont déclaré qu'ils allaient faire la guerre à la Russie et qu'ils mobilisent des troupes, la Russie ne va pas rester les bras croisés et les laisser se mobiliser sans réagir. Il y a donc un vrai risque à ce moment-là que la Russie cherche à détruire ces mobilisations de troupes. C'est la même chose avec les États-Unis. L'armée américaine compte environ 470 000 soldats et elle a des responsabilités en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique et au CENTCOM au Moyen-Orient. Donc ce n'est pas comme s'il y avait 400 000 hommes disponibles, prêts à affronter les Russes. Toute action susceptible de provoquer une réponse militaire de l'Occident prendra du temps à se mettre en place. Et même dans ce cas, même avec tout le temps du monde, rien ne garantit qu'il pourrait réellement y parvenir. Encore une fois, quel est le plan des États-Unis? Lancer un missile Tomahawk sur la Russie. Poutine a déjà déclaré que si cela arrivait,
puisque ces missiles sont considérés comme pouvant être équipés d'ogives nucléaires, toutes les options seraient sur la table, ce qui signifie les armes nucléaires. Ou bien les États-Unis vont-ils simplement envoyer des F-35 avec des bombes conventionnelles? Le problème, c'est qu'une fois qu'un F-35 entre dans l'espace aérien russe, la Russie doit supposer qu'il transporte une arme nucléaire, puisqu'il en est capable. Et ces avions ne sont pas équipés d'un transpondeur indiquant « Non, nous sommes sans nucléaire, aucune arme nucléaire à bord ». Donc ces plans sont un peu farfelus, ce qui est, vous savez, assez typique. Le modus operandi, la marque de fabrique des Britanniques. Des plans farfelus, toujours très élaborés, même pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qui ne fonctionnaient jamais vraiment, qui n'apportaient rien de concret à la fin de la guerre. Ici, ils essayent de déclencher une guerre avec des ressources très limitées. Eh bien, j'ai vu ce même rapport des services de renseignement étrangers russes affirmant que le Royaume-Uni pourrait préparer une attaque sous faux drapeau. Mais dans l'ensemble, l'implication britannique dans les attaques contre la Russie devient de plus en plus manifeste. Nous voyons des articles de presse indiquant qu'ils participent directement à des frappes en profondeur sur le territoire russe. Il y a eu des responsables, comme le secrétaire à la défense britannique, Ben Wallace, qui affirmait que ce qu'il fallait faire, encore une fois, c'était d'étrangler la Crimée, de la rendre invivable. Ce sont, je veux dire, des propos très forts. Et les Russes ont réagi, j'ai vu un titre quelque part, en le qualifiant de terroriste. La rhétorique s'intensifie, clairement, de plus en plus. Mais il n'y a pas que les Britanniques. Les Britanniques ont simplement tendance à ouvrir la marche. Mais de la part des autres Européens, on entend parler de la construction d'un mur de drones. Je ne suis pas tout à fait sûr de ce que cela signifie réellement. Est-ce une sorte de zone d'exclusion aérienne? De plus, l'UMOML cherche des bases juridiques pour intercepter et saisir les navires commerciaux russes. Je veux dire, ils peuvent inventer n'importe quelle loi qu'ils veulent. Cela reste de la piraterie. C'est toujours un acte de guerre. J'ai aussi entendu une autre histoire, selon laquelle ils voudraient commencer à intercepter les missiles et les drones russes au-dessus de l'ouest de l'Ukraine depuis le territoire polonais, en suggérant que la Russie n'aurait pas le droit de réagir parce qu'il serait encore dans l'espace aérien polonais. En somme, on est en train de changer les règles de la guerre par procuration, et on suppose que les Russes vont simplement accepter toutes les nouvelles règles que nous inventons. Où voyez-vous que tout cela nous mène maintenant? Eh bien, commençons par le mur de drones, ou plutôt, je pense qu'on devrait l'appeler le mur de ballons, parce qu'ils ont intercepté ces ballons qui faisaient de la contrebande de cigarettes. Tu te souviens de l'artiste Nena, celle qui chantait 89 Luftballons? Eh bien, peut-être qu'on pourrait la faire revenir pour chanter ça pendant qu'ils construisent leur mur de ballons pour arrêter la contrebande de cigarettes. Regarde, la Russie en ce moment, avec tout ce discours sur l'Europe, c'est comme une mouche agaçante qui bourdonne autour de toi. Elle fait un peu de bruit, une distraction, mais elle ne se pose pas sur toi et ne te pique pas. Alors tu l'ignores, tu la chasses d'un geste, mais tu l'ignores. C'est quand la mouche se pose et te pique que tu la tues. Et c'est exactement ce que la Russie va faire. En ce moment, avec les Européens, ce ne sont que des paroles, aucune action réellement concrète. Oui, ils ont dit, après la frappe de HIMARS la nuit dernière, que la Russie allait riposter d'une manière très précise et viser certaines cibles bien spécifiques avec plus de missiles et plus de drones, et que l'Occident ne pourrait pas l'en empêcher. Mais en ce qui concerne une extension du conflit, ils vont être très prudents quant à l'idée d'élargir la guerre au-delà des frontières. Parce que, vous savez, si l'on se place du point de vue russe,
Si je suis l'analyste russe chargé de faire un rapport au président Poutine, on lui dira, eh bien, monsieur le président, je crois que c'est Napoléon qui a dit, pendant que votre ennemi est en train de se détruire lui-même, n'intervenez pas. Laissez-le achever le travail tout seul. En ce moment, l'Europe se divise, se fracture. Avec la victoire en République tchèque, celle-ci s'aligne désormais politiquement avec la République slovaque, avec la Hongrie et peut-être avec l'Autriche. On voit donc émerger un bloc croissant au sein du monde OTAN-UOM, fermement opposé à l'idée d'entrer en guerre contre la Russie. Et je ne pense pas que les Russes veuillent leur donner une raison de regretter cette décision. Bien au contraire, la Russie cherche à entretenir des relations avec eux. J'ai eu une expérience personnelle avec les Tchèques et les Slovaques, à l'époque où ils formaient encore la Tchécoslovaquie. Ils venaient tout juste de se séparer et sont venus à Washington, D.C., où je donnais un exposé sur le terrorisme. C'était il y a environ 20 ans. À la fin, nous avons remis un seul certificat pour la réussite du cours. Le Slovaque était là, le Tchèque aussi, et je l'ai posé devant moi. Je ne savais pas à qui le donner. Eh bien, chacun l'a attrapé et ils ont commencé un tir à la corde. Tout ce que je veux dire, c'est que je suis heureux de voir que maintenant, au lieu d'un tir à la corde, ils sont tous sur la même longueur d'onde. Faire la guerre à la Russie serait une folie. Ils ne vont pas le faire. Malgré la rhétorique enflammée qui circule, nous ne voyons aucun de ces gouvernements, comme Scholz en Allemagne, se renforcer. Il s'affaiblit. L'opposition publique à ces politiques augmente. Il en va de même en France avec Macron. Macron va maintenant être soumis à une pression énorme pour convoquer de nouvelles élections législatives, car ils n'ont pas réussi à former un gouvernement crédible. Et puis Keir Starmer, vous savez, ces sondages sont maintenant, je crois, tombés à un chiffre. Je pense que si les gens avaient le choix entre voter pour Keir Starmer ou subir une coloscopie, la plupart choisiraient la coloscopie plutôt que de devoir le suivre. Donc, cela étant dit, je ne vois pas les Russes avoir la moindre incitation à élargir la guerre à ce stade car ils savent qu'ils ont l'Ukraine à genoux. Ils vont simplement continuer, c'est une pression de type anaconda qui serre, et un de ces jours, tout cela s'effondrera sur lui-même. Oui, eh bien, ça m'amène parfaitement à ma dernière question, car je me demandais comment vous voyez l'Europe, ou même l'OTAN, éventuellement se fragmenter. Évidemment, il y a cette division entre les États-Unis et les Européens. Vous avez mentionné qu'en Europe de l'Est, plusieurs pays forment désormais un bloc d'opposition. La Slovaquie, la Hongrie et maintenant la République tchèque. Mais il y a aussi eu Angela Merkel qui est intervenue, enfin, peut-être que c'était hier, dans une interview accordée aux médias hongrois, affirmant que les Polonais et les États baltes sont en partie responsables de cette guerre, car ce sont eux qui ont bloqué les négociations en 2021. Et bien sûr, en Allemagne, il y a aussi le chancelier Friedrich Merz, qui souhaite désormais que l'Allemagne joue un rôle plus important, ce qui l'a mis en conflit direct avec von der Leyen et la bureaucratie de l'UMR. Et puis, bien sûr, il y a les divisions entre les dirigeants et leurs propres citoyens. Si l'on regarde la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, ou si l'on ajoute la Roumanie et bien d'autres pays, je dirais qu'ils ne représentent plus très bien le public. Leur impopularité devient de plus en plus évidente. Mais comment voyez-vous la suite des choses? Parce qu'en ce moment, ils parviennent encore à maintenir le groupe uni, mais de justesse. Oui, eh bien, avant de répondre à cela, laissez-moi vous poser une question, puisque vous êtes l'historien. Pouvez-vous vous rappeler d'une autre période de l'histoire européenne, remontons 1000 ans en arrière, où il y a eu une telle discorde ou une telle séparation entre les dirigeants et le public?
Dans tous ces pays, non, on a vraiment l'impression d'être dans une période pré-révolutionnaire en ce moment. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un mécontentement croissant. Je veux dire, c'est la légitimité politique, l'économie, la situation sociale. Et il y a aussi un sentiment grandissant, je pense, que peu importe pour qui vous votez, parce que, eh bien, vous pouvez voter, mais le résultat sera le même. Même si vous parvenez à faire élire les personnes que vous vouliez, comme en Italie, ils ont eu Meloni. Mais une fois élue, elle s'intègre très bien dans le blob européen et elle se retourne sur tout. Et une bonne source au sein de l'establishment italien m'a dit qu'elle avait plus ou moins reconnu elle-même que nous foncions droit dans un mur. Tu sais, ça va très mal tourner. Mais elle ne fait rien. Elle continue simplement tout droit, parce que c'est ce que tout le monde fait. Donc ils savent que ça va finir en catastrophe, mais ils ne changent pas de cap, ce qui est en quelque sorte l'inverse de ce que devrait être le leadership. Alors non, je pense qu'à mesure que les choses empirent, il n'y a pas de direction pour changer cela. Je pense que le public va avoir de plus en plus envie de jeter un pavé dans la mare, de perturber tout le système. Donc oui, j'appellerais ça un moment pré-révolutionnaire. Oui, donc, cela, et je pense que les Russes le reconnaissent, vous savez ce que nous avons à travers l'Europe, et qui commence d'ailleurs à émerger ici aux États-Unis, c'est qu'il n'existe pas de véritable mouvement politique majoritaire. Le mouvement MAGA est ce qui s'en rapproche le plus, mais les politiques de Trump concernant les dossiers Epstein-Israël, ainsi que son implication dans des guerres avec l'Iran et le Venezuela, ont érodé cette base. Je veux dire, je connais plusieurs personnes qui étaient des partisans convaincus de MAGA et qui ne le sont plus. Alors regardons par exemple le dernier résultat électoral en République tchèque. Le vainqueur, et je mets des guillemets autour de ce mot, a obtenu 34% des voix. Eh bien, je ne suis pas un A des maths, mais cela fait à peu près un tiers. Cela signifie que les 2 tiers de la population ont une opinion différente de ce tiers-là. Mais c'est en quelque sorte révélateur de la situation en Europe, où des partis minoritaires peuvent obtenir une pluralité de voix et devenir soudainement une force influente. Eh bien, cela va entraîner une faiblesse persistante des gouvernements partout, car on observe la même chose en Allemagne. Ils disent « Oh, l'AfD est en tête avec 28%. » Ils n'atteignent même pas un tiers, à peine plus d'un quart. Même chose au Royaume-Uni et en France. Ainsi, lorsque l'on observe ce type de fragmentation des systèmes politiques, où il n'existe aucun consensus clair sur la voie à suivre, cela rend ces sociétés propices à l'émergence d'un leadership autoritaire qui tend à apparaître en période de crise. Et une crise surviendra si ces pays décident de tenter d'attaquer la Russie d'une manière ou d'une autre. La Russie ripostera, et je suis sûr qu'elle utilisera le missile Iskander sur des sites stratégiques en Allemagne, en France, au Royaume-Uni ou en Italie, contre des installations militaires et de production d'armement. Ils éviteront dans la mesure du possible les pertes civiles, mais ils s'en prendront à chacun de ces pays et leur causeront du tort. Et cela les place dans un dilemme où leur seule réponse possible est « Allons-nous lancer une arme nucléaire ?» Parce qu'à la différence de l'Europe, la Russie dispose de systèmes de défense antimissiles balistiques, capables, pas infaillibles à 100%, mais tout de même capables, de contrer une grande partie de ces menaces de missiles balistiques. Donc encore une fois, cela plonge l'Europe dans une situation sans issue. Et si l'on combine un effondrement économique à une défaite militaire, alors on se retrouve face à un véritable chaos qui se propage à travers l'Europe. Et vous savez, les États-Unis ne sont pas très loin de cela non plus. Nous avons le luxe de 2 océans,
Mais les fractures qui se produisent actuellement dans ce pays sont réelles et importantes. Il est également intéressant de constater que plus la situation se dégrade sur le plan intérieur, plus il se tourne vers la politique étrangère, comme un espace sûr pour élaborer des politiques et tenter de créer un peu d'unité. Bien sûr, il est plus facile d'éviter les critiques envers le gouvernement si le débat se déplace vers la politique étrangère et la guerre. Car si vous critiquez votre gouvernement à ce moment-là, on peut vous accuser de prendre le parti de l'adversaire. Vous voilà donc un traître. C'est une bonne manière de gérer l'opposition quand on est extrêmement impopulaire. On le voit au Royaume-Uni avec Starmer, en Allemagne avec Merz ou en France avec Macron. Ils sont obsédés par la politique étrangère et ne semblent plus vraiment s'intéresser aux questions intérieures. Eh bien, il y a aussi cette question de leur obsession à vouloir affaiblir la Russie, ou plus précisément encore, Poutine. Cela faisait partie du commentaire de Ben Wallace à propos d'étrangler la Crimée. Il a dit que la Crimée est un lieu particulier dans la fierté de Poutine, donc il faut la détruire. Enfin, c'est plus ou moins, je paraphrase ici, mais l'idée sous-jacente, c'est que, oh, c'est le grand Satan, c'est, vous savez, la dernière réincarnation d'Hitler. Donc, si nous pouvons le saper, alors tout ira bien. Le problème, c'est que la principale opposition à Poutine aujourd'hui ne vient pas de quelqu'un qui veut capituler. Elle vient de personnes qui pensent que Poutine est beaucoup trop modéré, qu'il a laissé le pouvoir de dissuasion de la Russie devenir non pas une moquerie, mais affaibli. Le fait que les Européens parlent ouvertement de frapper la Russie et qu'ils décrivent la dissuasion nucléaire russe comme un chantage qu'on ne peut même pas envisager de respecter, ils considèrent cela comme céder beaucoup trop à la Russie. Je veux dire, le calcul me semble complètement erroné. Si nous affaiblissons simplement la Russie, si nous faisons paraître Poutine faible, alors il pense d'une manière ou d'une autre qu'il devra reculer. Mais non, ce sera exactement l'inverse. Des bombes vont pleuvoir sur l'Europe. Cela semble juste. Je ne suis pas sûr qu'ils croient à leur propre propagande, car si la seule chose sur laquelle ils se concentrent est la politique étrangère, cela ne devrait-il pas être évident? Oui, cela fait 3 ans et demi que l'opération militaire spéciale a commencé. Et si l'on remonte dans le temps, peut-on identifier un moment où les Européens ou les Américains ont pris une décision qui avait réellement du sens et qui s'est révélée efficace pour affaiblir la Russie et contrecarrer ses ambitions militaires? Eh bien, la réponse est non. C'est même tout le contraire. Et c'est une leçon que nous n'avons pas su tirer. Quand je dis « nous », je parle de l'Occident, et en particulier des États-Unis et de la Grande-Bretagne de la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, nous avons agi sur la base de cette hypothèse, et nous l'avons conservée depuis. Si l'on tue suffisamment de civils, et les Israéliens ou les sionistes font la même chose à Gaza, on finira par épuiser la volonté du peuple de soutenir l'autorité en place, et donc accélérer la reddition. Eh bien, encore une fois, cela a eu l'effet exactement inverse. Cela a fini par mettre en colère la population contre ceux qui venaient de l'extérieur. Je veux dire, je vais faire le parallèle tout de suite avec le Hamas. Le plan de paix proposé consiste à amener le Hamas à abandonner ses armes, sauf qu'ils ont reçu tellement de nouvelles recrues, pas seulement le Hamas, mais aussi d'autres organisations palestiniennes, des enfants qui ont perdu leur mère, leur père, leurs frères, leurs sœurs, leurs cousins, leurs tantes, leurs oncles, leurs grands-mères. Ils veulent se venger. Donc cela finit par produire l'effet exactement inverse, cette approche militariste. Et c'est pourquoi je pense que vous avez vu Poutine, comme nous en avons parlé plus tôt. Il n'a pas besoin d'aller assassiner et tuer tous les Ukrainiens. Ils s'en occuperont eux-mêmes.
Tout ce qu'il a à faire, c'est de leur rendre impossible la poursuite du combat. Et c'est exactement ce qu'ils font en ce moment. Éliminer la main-d'œuvre, détruire les usines, perturber les lignes de communication, qu'il s'agisse des chemins de fer ou des centrales électriques. Ils rendent la vie difficile aux gens. Vous savez, l'hiver approche et personne ne veut vivre dans un appartement plongé dans le noir. Surtout quand on habite au 20e étage d'un immeuble et que la seule façon de monter ou descendre, c'est de prendre les escaliers. J'avais autrefois un appartement en bord de mer à Pompano, en Floride, au 22e étage, et à quelques reprises, je me suis dit, « Oh, je vais prendre les escaliers. » Ah! Oui, c'est un entraînement éprouvant, ardu. Tu te tues presque à la tâche avant d'arriver en haut. Donc face à ça, les gens vont partir et aller ailleurs. Ces décisions des Européens sont conçues pour provoquer une réaction des Russes. Mais je ne pense pas que Poutine va mordre à l'hameçon. Comme tu l'as vu à Sochi, quand on lui a demandé « Donald Trump dit que vous êtes un tigre de papier », il a simplement répondu « Ah ouais mec, nous ne combattons pas seulement l'Ukraine, nous combattons l'OTAN depuis 3 ans et ils ne nous ont pas encore vaincus. Alors si nous sommes un tigre de papier, qu'est-ce que cela fait d'eux ?» Et il l'a dit avec humour. Cela montre bien où il en est dans sa tête. Eh bien, Larry, merci beaucoup pour ton temps. Je sais que tu es très occupé, alors je t'apprécie vraiment. Je ne suis pas aussi occupé que toi. En plus, tu as tous ces enfants dont tu dois t'occuper. Alors j'apprécie que tu penses que je vaux la peine de discuter avec. Merci beaucoup. Très bien, et j'espère vous revoir bientôt. Du small. Au revoir.